Chaque année, en France, des œuvres, ou plutôt une œuvre, est proposée par siècle pour les étudiants qui préparent l'agrégation de lettres. Cette année-ci, pour le XXe siècle, a été proposé les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, que je montre à la caméra. Et c'est dans ce cadre que j'ai proposé à mon amie Marie-Hélène Boblet de m'accompagner dans un entretien qui pourra non seulement, le cas échéant, donner quelques bases, mais théoriquement à ce moment-ci de l'année il devrait en avoir, sinon il y a un petit problème évidemment aux agrégatifs, mais surtout pour permettre au grand public de profiter de l'expérience d'un professeur de faculté. Marie-Hélène Boblet a mené une brillante carrière et aujourd'hui elle est professeure de littérature française du XXe et du XXIe siècle à l'université de Caen. Elle a publié de nombreux ouvrages, de nombreux articles, elle a participé à de nombreux colloques, elle a édité aussi Le Grand Maulne d'Alain Fournier, elle a édité les actes de colloques et je vais vous montrer quelques-unes de ses œuvres à l'instant. Alors, voici tout d'abord ce qui a constitué sa thèse de doctorat et qui a été publiée chez Honoré Champion, le roman dialogué après 1950, poétique de l'hybridité. Autre ouvrage, Terre promise, émerveillement et récit au XXe siècle, Alain Fournier, Breton, Dautel, Gracq et Sylvie Germain, chez José Corti. Je vous montre aussi des actes de colloque. Ce sont bien des actes de colloque qui ont été publiés ces toutes dernières années, ces 3 ou 4 dernières années, par Marie-Hélène. Tout d'abord, un colloque sur Claude Mauriac, publié chez Grasset, dans les nouveaux cahiers François Mauriac. C'était sous la direction de Marie-Hélène Boblet et Caroline Casseville, 2015. Alors là, je crois que c'est en 2017, si mes souvenirs sont bons. Un ouvrage dirigé par Julie Anselmini et Marie-Hélène Boblet, de l'émerveillement dans les littératures poétiques et narratives des 19e et 20e siècles. Et enfin, pour terminer, alors, un recueil qui est très très récent, je crois, aux éditions Cécile Defaux, L'infini commence ici, l'œuvre d'Henri Raynal, sous la direction de Marie-Hélène Boblet et Belinda Canone. Peut-être, Marie-Hélène, pourrais-tu nous dire qui est Henri Raynal? Oui, Henri Raynal est effectivement un auteur méconnu et ce colloque visait à faire connaître davantage son œuvre. C'est un écrivain et aussi un critique d'art, assez connu comme critique d'art, et un essayiste. Et il a récemment publié un essai qui est à la fois alarmé et qui rappelle son émerveillement devant le monde,
qui s'intitule « Ils ont décidé que l'univers ne les concernait pas ». Donc le titre est suffisamment polémique, je pense, pour faire sens pour tout le monde. Et son dernier grand ouvrage qui rassemblait plusieurs textes antérieurs s'appelle Cosmophilie. Et en fait, le mot cosmophilie résume sa philosophie, c'est-à-dire c'est un auteur qui clame, en argumentant, son admiration pour le monde, pour l'univers, à la fois pour l'infiniment grand, ce dont s'occupent les astrophysiciens, et aussi pour l'infiniment petit, par exemple pour ce qui concerne les parures des animaux ou des oiseaux. Et donc sa pensée et son œuvre sont très riches, mais elle ne convenait pas très bien aux années des 70, disons, qui étaient plutôt quand même des années de doute, de soupçon, où l'angoisse était mieux portée que la cosmophilie. Voilà. Merci beaucoup. Alors je rappelle l'éditeur, donc c'est Édition Cécile Defaux, Defaux. Nouvelles éditions Cécile Defaux. Ouais. Nouvelles éditions Cécile Defaux, et donc ça a été publié ces derniers mois, je crois. Oui, en 2018. En 2018. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, Simone de Beauvoir est cette année au programme de l'agrégation de lettres. Bien entendu, dans ce cadre, les professeurs qui préparent à l'agrégation dans les facultés sont convoqués, si je puis dire, pour préparer les étudiants à réussir le concours. Et je vais donc demander à Marie-Hélène, puisqu'elle est dans ce cas de figure, de répondre à quelques questions. La première sera celle-ci. À quel moment Simone de Beauvoir entreprend-elle ses mémoires ? Alors, assez tardivement dans sa vie, puisque le premier volume, Mémoires d'une jeune fille rangée, est publié en 1958, elle a 50 ans. Elle est née en 1908, donc elle a 50 ans. Donc, assez tardivement, mais on peut considérer que tout ce travail autobiographique, puisqu'elle entame d'abord des souvenirs, qui s'appellent Souvenirs, qui deviendront Mémoires d'une jeune fille rangée. Tout ce travail-là s'appuie en amont sur une autre pratique de l'écriture de soi, qui est le journal. Elle a écrit beaucoup de journaux dans sa jeunesse. Les cahiers de jeunesse 1926, qu'elle a écrits entre 1926 et 1930 ont été publiés aux éditions Gallimard en 2008. Il y a ensuite un carnet qu'elle écrit, un journal qu'elle écrit pendant la guerre. Enfin, de la pratique de l'écriture de soi est une pratique dont elle est familière. Mais le geste, vraiment de se lancer volontairement, délibérément, dans l'écriture de ses mémoires est relativement tardif. Et en particulier, donc, il est postérieur, ce geste, à l'écriture du deuxième sexe qui date de 1949. C'est ça. Il sera suivi. Alors là, j'ai parlé des mémoires simplement d'une jeune fille rangée, mais c'est un geste qui sera poursuivi puisqu'elle publie en 1960 La force de l'âge, en 1963 La force des choses, qui suivent un ordre chronologique dans sa vie. Et en 1972, quelque chose qu'elle publie qui ressemble davantage à un essai sur soi, qui s'appelle « Tout compte fait ». Donc le caractère récapitulatif et conclusif du récit de soi est assez indiqué dans le titre. Merci. Seconde question, qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de mémorialiste de Simone de Beauvoir ? Alors, j'ai dit là qu'elle parlait, comme Gide le fait aussi d'ailleurs, par exemple, à propos de Si le grain ne meurt, elle parlait aussi bien d'autobiographie que de mémoire. On va dire que l'autobiographie, à partir au XXe siècle, en fait, reprend le geste des mémoires biographiques du XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle intitule le premier volume « Mémoires d'une jeune fille rangée ». Alors, c'est un clin d'œil à un livre de la fin du XIXe d'un homme, Tristan Bernard,
qui s'intitulait Mémoire d'un jeune homme rangé. C'est aussi un clin d'œil assez offensif sans doute, puisque au sens classique du terme, hein, les mémoires sont plutôt rédigées par des hommes qui ont eu des responsabilités dans l'histoire, qui ont mené une activité dont ils étaient responsables devant la collectivité, ou en tout cas qui ont au moins témoigné de très près d'événements historiques collectifs, ce dont est forcément très éloignée une jeune fille rangée. Donc, il y a aussi une dimension sans doute un peu ironique ou offensive dans le choix de ce substantif, mémoire, suivi d'une jeune fille rangée, parce que la jeune fille est a fortiori rangée, c'est-à-dire devant obéir à un contrat éducatif, puis à un contrat conjugal, familial, etc., fixé d'avance, est évidemment très, très éloigné de la moindre responsabilité et même de la moindre initiative. Donc ce volume, par rapport au suivant, hein, ne porte que sur ces 21 premières années, qui sont en même temps les années fondamentales, puisqu'elle a toujours dit, et jusqu'à le répéter évidemment dans tout compte fait, que l'enfance était absolument déterminante, et même la toute petite enfance était déterminante dans le développement d'une existence. Et la caractéristique des mémoires d'une jeune fille rangée par rapport aux deux volumes, La force de l'âge et La force des choses, c'est que la perspective est à la fois chronologique, elle suit son évolution jusqu'à ses 21 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'agrégation de philosophie, et la rencontre de Sartre, et thématique. Il y a aussi des passages vraiment thématiques sur, par exemple, ce qu'est être une jeune fille rangée, ou sur le rapport à la lecture, le rapport à l'écriture, le rapport à la foi. Je les cite dans le désordre par rapport à la chronologie. Et il y a une scansion, donc, thématique et chronologique, qui est particulière aux mémoires d'une jeune fille rangée, qui disparaît des deux volumes suivants, qui sont strictement chronologiques, eux, hein, qui suivent le fil des jours et des rencontres et des dialogues et des lectures et des expériences de voyage, sans ces insertions thématiques où elle fait le point sur quelque chose. Ça, c'est le propre des mémoires d'une jeune fille rangée. Est-ce que dans son œuvre, tu faisais référence il y a quelques minutes à l'importance qu'elle attribue à l'enfance, à la petite enfance, dans la formation de l'être humain, dans ce qu'il deviendra par la suite, comme adulte. Est-ce qu'il y a des références, je pense à La force des choses, mais ailleurs, à la psychanalyse, à des sociologues de son époque, puisque bon, en tant qu'existentialiste, la référence, je dirais, à la construction de l'être humain en fonction du contexte dans lequel il vit est très important. Est-ce qu'il y a des références au fond à Freud ou à d'autres Non. Alors, voilà. Il n'y a pas de référence explicite. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et dans Mémoire d'une jeune fille rangée en particulier, la formation de Beauvoir est très classique, hein, elle a juste 21 ans à la fin du livre, donc il n'y a pas de référence explicite à la psychanalyse, et il n'y aura pas d'accord de la part de Simone de Beauvoir à la psychanalyse, enfin au postulat en tout cas premier de la psychanalyse freudienne, qui donne une part si importante à l'inconscient et au refoulement. Alors, en revanche, ce qu'elle épouse, ou la forme de psychanalyse qu'elle épouse, sans évidemment l'appeler comme ça, c'est plutôt une forme de psychanalyse existentielle, c'est celle que propose Sartre en concurrence ou en compagnonnage avec Freud, qui est vraiment fondée sur le fait qu'effectivement un être humain est d'abord un être pur, un être projeté qui doit faire un bon usage, c'est-à-dire un usage pour être heureux, pour se développer, pour s'accomplir, hein, un bon usage de sa liberté. Alors je précise que l'idée de la
petite enfance, pour Beauvoir, signifie qu'un enfant est déjà une personne, un tout petit enfant est déjà une personne. Et il y a une remarquable revendication d'elle, petite fille, pour qu'on la reconnaisse comme une personne et pas un bébé ou une petite fille. Elle dit ensuite que sa petite enfance a été une chance dans sa vie. C'est une enfant qui a été extrêmement aimée, extrêmement choyée. Par sa mère d'abord, elle a une relation très fusionnelle avec sa mère qui deviendra beaucoup plus conflictuelle à l'adolescence. Mais en tout cas, c'est une enfant qui s'est sentie accueillie, aimée, désirée, et qui dit de façon très récurrente et d'une façon très marquante pour le lecteur, à quel point elle avait besoin de l'approbation de sa mère pour se sentir justifiée, pour se sentir soutenue dans la vie, mais plus que soutenue, justifiée maintenant. Donc il y a une demande, elle reçoit beaucoup d'amour, et cet amour qu'elle reçoit lui donne une force vraiment personnelle, intime, dans laquelle elle puise, et dans laquelle surtout elle puisera quand il s'agira à l'adolescence d'imposer une orientation, en fait, qui n'était pas prévue, en tout cas idéologiquement par les parents, qui finalement est acceptée aussi pour des raisons économiques. J'entends par là le fait qu'elle dit très vite qu'elle ne se destine pas au mariage, qu'elle veut faire des études, qu'elle veut devenir d'abord institutrice, puis professeure, ça évolue en fonction de son âge. Bon, et son père, qui se désole d'abord qu'elle ne soit pas un garçon parce qu'elle aurait pu faire Polytechnique, elle est brillante, c'est une enfant brillante, finit par s'accommoder de ce désir d'études et de ce désir de profession parce que lui est ruiné. Donc de toute façon, ses filles n'auront pas de dot et il va falloir qu'elles vivent et qu'elles assument leur vie. Donc la toute petite enfance est déterminante par l'amour qu'on reçoit, par la place qu'on a dans la famille et qui est décisive, et puis aussi par la force que l'on peut tirer de cet amour. Et en même temps, évidemment, à contrario, cela signifie qu'une enfance ou un enfant qui éprouverait un manque d'amour ou d'accueil ne pourrait pas puiser cette force, et donc ne pourrait pas trouver cette force. Et donc il y a une demande éperdue de reconnaissance qui est satisfaite dans la petite enfance de Beauvoir, qui cessera de l'être à l'adolescence, et un sentiment de détresse infinie l'envahit à ce moment-là. Et puis il y a des enfants qui ne connaissent pas, même dans la petite enfance, cette reconnaissance. Donc voilà, c'est en ce sens que l'enfance est déterminante par rapport à la foi en soi-même que l'enfant peut développer ou pas. Et cette foi en soi-même, c'est ce qui lui permettra de devenir l'adulte qui est déjà virtuellement en lui. La personne qui est déjà virtuellement en lui, puisque pour elle, un enfant, c'est déjà une personne au sens plein du terme, et qui devra exercer sa volonté de puissance au sens nietzschéen, c'est-à-dire devenir lui-même, devenir ce qu'il est, obéir à ses talents, faire en sorte qu'il puisse actualiser ses talents. Et alors je voudrais dire à ce sujet que Mémoire d'une jeune fille rangée est entrepris non simplement pour l'intérêt ou le bonheur de raconter sa vie passée, mais est aussi entrepris, et ça c'est très spécifique à ce volume-là, donc, pour rappeler la mémoire de la grande amie de Simone, qui s'appelle Elisabeth, qu'elle appelle Zaza dans la correspondance et dans les Mémoires d'une jeune fille rangée, qui elle est une jeune fille d'une famille bourgeoise, riche. Finalement, la chance de Beauvoir, c'est que ses parents se soient appauvris d'une certaine façon. Une famille plus bourgeoise que celle de Beauvoir, riche, plus proche du pouvoir politico-économique. Et en fait, il n'y a pas d'autre destin possible pour cette jeune fille que de se marier. Et c'est le décret familial, et c'est en particulier le décret de sa mère,
Et le tragique de l'histoire est que cette jeune fille est une enfant extrêmement libre, beaucoup plus désinvolte que Simone. Elles font connaissance quand elles ont 10 ans, beaucoup plus désinvolte que Simone, voire plus irrévérencieuse, enfin plus libre, et qu'elle est totalement cadenassée et détruite finalement par le projet des femmes, enfin pour les femmes, hein, conçu pour les femmes, mais par un ordre qu'évidemment les femmes n'ont pas décidé. Ce projet, alors se fondant non seulement sur des conventions sociales, mais surtout sur la pratique catholique intensive de la mère de cette jeune fille. Et est commis sur cette personne ce que Beauvoir appellera toujours le grand crime spiritualiste, puisque par l'intermédiaire de Beauvoir, lorsqu'elle est à la Sorbonne, qu'elle fait la rencontre de Sartre, elle rencontre, avant même d'ailleurs de rencontrer Sartre, elle rencontre Merleau-Ponty. Elle fait rencontrer Merleau-Ponty à cette jeune Élisabeth. Et leur histoire d'amour commence donc de façon heureuse, au sens où justement ils se reconnaissent mutuellement. Mais la famille s'oppose absolument à la possibilité même de cette union. Et la jeune fille meurt. Alors elle meurt dans des constructions en novembre 1929, en quelques jours d'une encéphalite, on ne sait pas très bien exactement de quoi, mais de façon absolument fulgurante. Et l'idée de Beauvoir, c'est qu'en fait, elle est assassinée par la condition des femmes, d'une certaine façon, la condition qui est faite à Zaza, contre laquelle elle ne réussit pas à se révolter, parce qu'elle est piégée, en fait, par l'amour et la dévotion qu'elle éprouve pour sa mère, alors que Beauvoir, elle, a su se révolter, s'émanciper suffisamment pour ne pas risquer de périr. Elle n'est pas enfermée dans ces mêmes conventions à ce même degré, donc elle ne risque pas la même chose. Et elle rend hommage donc à la mémoire de cette jeune fille, et elle paie une dette aussi d'une certaine façon, puisque la dernière phrase du livre, c'est vraiment que Beauvoir a le sentiment d'avoir payé sa liberté de la mort de Zaza. D'une certaine façon, elles incarnent à elles deux possibilités, et évidemment radicalement incompatibles, du destin féminin, celui de la libération et de l'émancipation, qui en passe par un très lourd sentiment d'abandon, de détresse et de solitude, très difficile à vivre, très douloureux. C'est pas du tout une existence. L'adolescence de Beauvoir n'est pas, contrairement à sa petite enfance, heureuse. Ou la manipulation, en fait, et l'aliénation, la manipulation par les conventions, l'Église, les dogmes, et la manipulation au nom de l'amour maternel en la circonstance. Donc, il y a deux virtualités qui sont très clairement donc, opposées, évidemment, mais d'une certaine façon, ce livre aussi signifie, en 58, aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, qu'il faut qu'elles choisissent. En tout cas, ta réponse introduit les deux questions suivantes que j'allais te poser justement. Donc le lien entre la vie de Simone de Beauvoir, ou plutôt Simone de Beauvoir en tant qu'écrivain autobiographe, et d'autre part Simone de Beauvoir en tant que féministe. Enfin, en tout cas, ça apparaît de manière explicite dans ce que tu viens de dire. Au fond, la vie de Simone de Beauvoir, à l'âge qui est le sien au moment des événements que tu décris, est déjà une illustration de la position existentialiste, si je puis dire. Mais juste avant de te poser les deux questions suivantes, je voudrais d'abord faire une petite réflexion et d'autre part te poser une question avant de passer, mais le lien se fera très facilement avec les questions qui vont suivre. La première, c'est une simple réflexion, c'est que en français, on a continué on utilise au fond un mot, le terme enfant, qui vient du latin donc, et qui étymologiquement vient d'une négation, c'est celui qui n'est pas un être parlant, infans,
puisque ça vient du verbe déponent fari, qui veut dire parler en latin. Et donc, on utilise le mot enfant pour une période qui va bien au-delà de cette période de l'absence d'expression orale. Normalement, l'enfance devrait, au sens étymologique, concerner les premiers mois de la vie, en tout cas la première année de la vie. Et on continue à parler d'enfants plus tard, au point que des adultes qui ont des enfants eux-mêmes devenus adultes continuent de parler de leurs enfants, alors qu'évidemment, ce sont des êtres parlants. Hein, et j'utilise le mot parlant volontairement puisque c'est un participe présent. Et alors, je pensais au mot adulte qui, lui, alors que tu faisais référence en parlant de Simone de Beauvoir au fait que l'enfant est un être en devenir, c'est dans le mot adulte que l'on trouve la notion de devenir, puisque dans enfant, on part d'une négation, on ne dit pas ce que l'enfant est, on dit ce qu'il n'est pas, en disant c'est un infans. Tandis que quand on parle d'un adulte, on dit que c'est quelqu'un qui est en train de devenir, puisque c'est le ad latin qui montre une direction. Je trouve ça intéressant, mais c'est une simple réflexion ici, ça ne nécessite pas un commentaire. Et puis, alors, tu as parlé de la relation entre Simone de Beauvoir et d'autre part sa mère, et peut-être ça va revenir par la suite, mais Simone de Beauvoir elle-même, quel était son rapport à la maternité? Parce que tu as parlé du rapport à la mère, mais il n'a pas encore été question du rapport à la maternité. Et j'imagine que par rapport à ce dont nous allons parler maintenant, il y aura peut-être une réponse. Et voici donc les questions que j'allais te poser qui vont peut-être éclairer cet aspect-là, sauf si tu souhaites déjà intervenir à ce sujet-là. C'est-à-dire que le rapport à la mère, oui, c'est et à la maternité. Et à oui, la maternité. C'est pas la même chose, oui. Oui. Tu lui as parlé de Simone de Beauvoir en tant que fille, et maintenant c'est en tant que mère potentielle. Ce qui est frappant, c'est qu'en tant que fille, elle éprouve une relation, elle vit une relation très charnelle avec sa mère en tant que petite fille. Et elle est, on pourrait dire, amoureuse de sa mère. Elle se blottit contre sa peau, elle la respire, elle la hume. Enfin, il y a vraiment une dimension charnelle très forte dans la relation au corps de la mère. Bon, et c'est très frappant, d'autant plus que la mère étant elle-même apparemment ouverte à ces transports, on va dire. Mais parallèlement, la mère dont Beauvoir soupçonne, elle le dira plus tard, qu'elle-même n'a pas eu une enfance heureuse, la mère est aussi une mère catholique. Alors par chance, elle est plus généreuse et moins bornée que la mère d'Élisabeth, mais elle est catholique. Et le catholicisme inculque une honte du corps et une haine du corps que Beauvoir assimile totalement, même lorsqu'elle se débarrasse du catholicisme, c'est-à-dire que même lorsque elle constate que finalement elle peut se passer de l'hypothèse de Dieu, quelque chose d'une difficulté à s'envisager comme corps, à s'envisager comme corps sexué, reste absolument frappant, et donc dans ces 21 premières années. Et la relation au corps féminin est marquée par une relation toujours plutôt répulsive à l'égard alors de ce qui est lié à la maternité, c'est-à-dire à l'égard du lait, par exemple, de la question de l'allaitement, donc des seins qui allaitent, etc. Il y a une sorte de plus qu'une réticence, une sorte de répulsion à l'égard je dirais, du caractère de je le dis délibérément dans ces termes, de la femelle, qui porte, qui donne la vie, qui allaite. Bon. Oui, c'est le fameux tota mulier in utero, c'est-à-dire toute la femme est dans l'utérus. Ensuite, Beauvoir a choisi d'écrire plutôt que d'avoir des enfants, sans interdire aux autres femmes d'avoir des enfants ni de faire des enfants. Elle n'a pas pris position de façon
universalisante sur la question de la maternité ou sur l'impertinence de la maternité. Mais quant à elle, il est très clair, et c'est d'ailleurs un des débats, un débat au sens vraiment opposé, où elle s'oppose, hein, entre Élisabeth et elle, parce que Élisabeth, c'est une jeune fille d'une famille de 9 enfants, et elle trouve que sa mère a une vie passablement remplie, alors non pas simplement évidemment au sens temporel et au sens des occupations, mais que c'est une vie accomplie, alors que Simone lui répond, mais enfin non, une vie accomplie, c'est faire des livres et s'adresser à autrui, parler à autrui. Et en fait, il y a une opposition fondamentale entre le travail qu'elle envisage, même s'il n'y a pas ce vocabulaire un peu, justement, trop idéologique dans les mémoires d'une jeune fille rangée, et pour cause, hein, mais parce qu'elle essaie de restituer le point de vue de la petite fille puis de la jeune fille. Donc. Mais quand même, on retrouve l'opposition entre production et reproduction. Travail comme production, qui permet à un individu de s'affirmer, et de s'accomplir, et la reproduction, qui est donc évidemment le propre des femmes lorsqu'elles font des enfants, la reproduction strictement biologique, qui ne permet jamais, selon Beauvoir, justement, à la femme de devenir ce qu'elle est elle-même. Il n'y a pas d'avenir pour la femme en la mère. Alors, une mère peut s'accomplir comme femme, peut-être, hein, si elle est très douée, si elle a peu besoin de sommeil, etc. Mais en tout cas, Beauvoir, qui a une excellente santé, qui a peu besoin de sommeil, toutes ses heures ouvrables sont dédiées à l'étude, à l'écriture, avec l'idée très précise que l'écriture pour elle, et donc la littérature pour elle, c'est de la communication avec les autres êtres humains. Et c'est par cette dimension-là, en fait, il y a une dimension évidemment narrative, hein, je raconte mon existence et ce qu'elle fut et ce qui m'a formée, mais c'est aussi, je raconte pour aider les autres, et donc très clairement quand même pour aider les femmes. Enfin, il me semble que dans les années où elle est lue, c'est un grand succès, La mémoire d'une jeune fille rangée, hein. Dans les années où elle est lue, la résonance et la correspondance qui lui a été adressée par des femmes prouvent à quel point, effectivement, je ne dis pas que c'est un livre exclusivement écrit pour les femmes, évidemment, hein, mais forcément la résonance auprès des femmes était majeure. Donc, s'adresser aux autres, aider les autres, donner de la force aux autres, parce qu'il y a une chose qui est très frappante, et j'ai trouvé à ce titre que c'était sans doute une chose heureuse pour des jeunes gens de travailler sur un texte de cet ordre-là, dans les années dans lesquelles ils vivent, qui sont quand même des années de crise, où on leur laisse beaucoup de sujets d'inquiétude et d'alarme, aux jeunes, j'entends. Là, ce texte-là, c'est un texte porteur d'une énergie vitale immense, d'une grande lucidité, c'est-à-dire c'est pas un texte de béatitude, hein, c'est un texte qui manifeste une immense énergie vitale, une très grande clairvoyance, une très grande lucidité, y compris à l'égard de soi-même, parce que Beauvoir s'aime suffisamment pour croire en sa bonne étoile et pour croire en elle-même, mais elle est extraordinairement exigeante à l'égard d'elle-même, donc c'est de l'orgueil et jamais de la vanité, et une joie de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un élan vers la vie, l'idée que la vie est non seulement, parce qu'on trouve les deux adjectifs, non seulement intéressante mais grisante, et cette joie de vivre, c'est ce qui la rapproche immédiatement de Zaza lorsqu'elles se rencontrent, et c'est ce qui fait du destin de Zaza une véritable tragédie d'ailleurs, c'est qu'en dépit de cette joie de vivre, elle meurt à cet âge-là. Cette joie de vivre est assez communicative. Et dans l'écriture, donc, il y a aussi le témoignage des difficultés rencontrées, des obstacles surmontés, et le témoignage de quelque chose qui est, je trouve, foudroyant dans le texte et très enthousiasmant, qui est l'inventivité. C'est-à-dire que Beauvoir, c'est quand même une intellectuelle, donc elle pense des programmes de vie à partir de ce qu'elle aime. Donc elle aime d'abord
selon ses âges, j'ai envie de dire, la contemplation des paysages. Il y a un rapport très sensoriel au monde, à la nature, à la campagne. Puis elle aime la compagnie des livres. Puis les auteurs, les présences fraternelles des auteurs. Ce ne sont plus seulement des livres, ce sont certains livres de certains auteurs, évidemment. Qui d'ailleurs compensent, au moment de l'adolescence, qui est un grand moment douloureux, compense l'abandon du père, voire le désaveu du père, pour qui sa fille est un bas bleu, elle sera non mariable, bon. Et ce sera une charge, à moins qu'elle ne fasse effectivement des études brillantes. Donc les présences fraternelles des auteurs, les amitiés, alors féminines, Zaza, une certaine Stéphane, qui essaie de l'initier à une vie justement plus incarnée. Et elle rencontre beaucoup de défense de la part de Simone de Beauvoir, mais elle essaie néanmoins. Les amitiés masculines, l'amitié avec Merleau-Ponty en particulier, puis évidemment ensuite il y aura Sartre. Donc elle a des programmes par jour, autant de lectures, autant de promenades, autant de rencontres amicales. Et puis évidemment il arrive qu'elle soit déçue, alors par des livres, même des livres qu'elle a aimés antérieurement, puis qu'elle désavoue. Qu'elle soit déçue par des êtres humains, qu'elle soit déçue, j'aurais pu commencer par Dieu et par l'institution catholique, parce qu'évidemment elle est élevée dans une institution catholique. Mais la déception n'entraîne jamais le désespoir, c'est-à-dire à chaque déception, elle invente une issue. Alors de façon, on pourrait y dire volontariste, mais en fait, ce n'est pas vraiment forcé parce qu'elle a un capital d'initiative qui n'est certainement pas donné à tout le monde, hein, je pense qu'elle a quand même une force vitale étonnante. Donc elle a un capital d'initiative, un capital d'invention. Alors par exemple, quand elle est déçue par la littérature de l'intériorité, l'inquiétude, la littérature de l'inquiétude, c'est-à-dire les auteurs qu'elle a portés au nu, Gide, Francis Jeanne, Alain Fournier, Jacques Rivière, etc., elle se met à fréquenter les bars parisiens, Montparnasse évidemment, etc. Bon. Ensuite, elle sera déçue par les bars, elle va retourner à des études, mais des études plus solides, ce sera la philosophie. Donc, il y a un rebondissement, une faculté de rebondissement extraordinaire. Et la volonté, en fait, hein, le désir, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus passionnel que purement la volonté, le désir d'assumer sa liberté, c'est-à-dire, petite, elle est un peu prise par l'illusion de la souveraineté, hein, et de la toute-puissance, mais enfin, elle s'en défera quand même assez vite. Donc, en tout cas, le désir d'assumer la destinée qui peut être la sienne, étant donné les circonstances, étant donné la condition faite à la femme dans les années où elle vit, c'est-à-dire entre 1908 et 1986, le désir d'assumer cette condition, de s'en accommoder, mais sans en rabattre de ses besoins vitaux. Mais encore faut-il savoir discerner ses besoins vitaux, savoir compter sur soi, enfin pouvoir compter sur soi, avoir foi en sa bonne étoile, comme elle le dit. Et là, je pense que l'amour dans l'enfance, il y a pour quelque chose. Et puis ensuite, avoir cette exigence par rapport à soi-même, et donc le sens de l'effort. C'est quelqu'un qui travaille énormément aussi. Hein. Donc, en fait, cette alchimie, si on peut dire, un désir de vivre, une énergie vitale, une attente extraordinaire par rapport à la vie. La gratitude, en fait, d'être vivante, il y a ça chez elle, qui est la gratitude d'être vivante dans ce monde. Et l'existentialisme, c'est la joie de vivre dans ce monde. Et plus l'orgueil, c'est-à-dire l'exigence par rapport à soi-même et le sens de l'effort, finalement, ça donne effectivement un destin particulier qui est remarquable par quand même sa richesse, la richesse de ses expériences. Entendu. Mais comme quoi, la question de la maternité nous a mené... Oui, beaucoup plus loin. Non, mais il
il y a quand même un fil rouge derrière tout ça, hein, donc on ne s'est pas du tout égaré, au contraire. Là, ça permettait comment dirais-je, d'avoir des perspectives justement en partant de ce point de départ. Mais alors, je pensais, parce que la maternité, bon, il a été question d'abord, le point de départ c'était la maternité biologique, c'est-à-dire le rapport de Simone de Beauvoir par rapport à son corps qui est lié à son éducation catholique, mais elle a quand même adopté une fille. Oui. Elle a quand même adopté une fille qui elle-même va être un prolongement de Simone de Beauvoir, puisqu'elle entre dans le projet de Simone de Beauvoir, puisque c'est sa fille adoptive qui va publier après sa mort toute une série de textes, de correspondances, et en particulier la correspondance avec Nelson Agren en 1997. Donc quelque part, le besoin de transmission oui. Est quand même présent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à elle, donc c'est pas seulement ce qui précède, mais il y a un après qui passe quand même par la filiation romaine, si je puis dire, puisque c'était un usage courant chez les Romains, que d'adopter pour les hommes, et Sartre lui-même a adopté une fille, donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette filiation qui passe par l'adoption. Alors, c'est sûr que la question de la transmission est fondamentale. Ouais. Voilà, parce que tu parlais justement de communiquer sa joie de vivre, il y a cette idée de don, de générosité, voilà. Tout à l'heure, tu disais à juste titre, et nous en avons parlé d'ailleurs hors caméra, hors entretien tout à l'heure, que c'était quelqu'un qui organisait ses journées de manière très structurée, qui avait un emploi du temps extrêmement important. Et moi, ça m'avait frappé, je te l'ai dit, lorsque j'ai relu récemment, en vue de cet entretien, La force des choses, de voir ce qu'elle parvenait à faire dans une journée. Je me suis dit, mais bon, moi, c'est ce que je fais peut-être en une semaine dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que ça se succédait, on avait l'impression, on disait, mais oui, mais si elle a fait vraiment tout ça pendant sa journée, et je ne mets pas en doute du tout ce qu'elle a écrit, mais il y a des gens qu'elle ne voyait que 20 minutes, une demi-heure, or ce sont des gens importants, ce sont des intellectuels, ce sont des artistes et tout, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, nous en avons parlé également hors caméra, et puis je vais passer enfin à ces deux questions que je voulais te poser. C'est qu'au fond, et tu le disais toi-même, c'est que Simone de Beauvoir est plus intéressante par le témoignage d'elle-même, de son époque, des valeurs qu'elle transmet, que par son écriture finalement. Ce n'est pas quelqu'un qui a une écriture particulièrement remarquable. Oui. Alors, elle le dit elle-même, bien sûr, hein, qu'elle n'est pas Virginia Woolf, elle n'est pas Nathalie Sarraute, et il y a un certain classicisme de son écriture. Ce qui est, en tout cas, remarquable quand même, c'est que justement, elle écrive des mémoires alors que Sartre a le plus grand mépris pour l'écriture de soi, pour les journaux intimes, mais dans pour le journal, dans les mots. et pour... Oui, alors Alex, il se livre quand même, mais de façon un peu biaisée dans les mots à l'exercice. Mais en tout cas, elle tient... Il y a un discrédit quand même des mémoires dans le milieu de l'ENS, on va dire, au moment où ils sont ensemble en train de préparer l'agrégation, de la part de Nizan aussi. Bon. Alors à ce moment-là, elle n'est pas en train d'écrire les mémoires, mais elle écrit ses journaux intimes en tout cas, et ça, elle tient malgré tout à ses journaux intimes. Et en même temps, on peut considérer, et ça va sans doute nous amener vers la suite, que effectivement Sartre, c'est quand même grâce à Sartre que elle approfondit la réflexion sur le fait d'avoir été une jeune fille rangée et non pas quelqu'un de rangé, au sens où c'est Sartre qui lui pose la question à un moment donné, à un moment où justement à la fin, après la guerre, elle envisage l'écriture de ses souvenirs, et Sartre lui pose la question de savoir ce qu'a signifié finalement pour elle le fait d'être une femme. Et cette question la lance vers un projet
sera le deuxième sexe, l'écriture du deuxième sexe, qui diffère donc finalement de presque une dizaine d'années, les mémoires d'une jeune fille rangée, dans laquelle, dans le deuxième sexe, donc elle parue en 1949, elle réfléchit à la situation de la femme, en utilisant donc ce vocabulaire, hein, de la situation et de la condition, évidemment pour s'opposer à l'idée plutôt, hein, qu'il existe une nature féminine. Et donc Sartre a certainement, en dépit de ce qu'il pouvait dire quand ils étaient jeunes à l'égard des journaux intimes ou des souvenirs, l'a sans doute, 20 ans plus tard, donc, orienté vers les mémoires, mais via le deuxième sexe, parce que quand même dans les mémoires d'une jeune fille rangée, à la fois Beauvoir, qui entreprend tout à fait de restituer, enfin c'est ce qu'elle essaie de faire, hein, restituer le point de vue de la petite fille puis de la jeune fille, c'est-à-dire il y a aussi évidemment un rapport au vieillissement et un rapport au temps, parce qu'elle est taraudée par le vieillissement très très jeune. Elle entreprend une véritable résurrection de ce qu'elle fut. Mais quand elle était enfant, puisqu'elle épouse ce point de vue, elle dit bien qu'enfant, ça ne signifiait rien pour elle d'être une petite fille plutôt qu'un petit garçon, puisque finalement, d'abord, il n'y avait que des petites filles à la maison, elle n'a qu'une sœur, il y avait des petites filles à l'école, puisque bien sûr les écoles n'étaient pas mixtes, et que quand elle a rencontré, lorsqu'elle a suivi les cours de la Sorbonne, où il y avait évidemment des garçons, là, en particulier les normaliens, c'était les camarades, un terme qui d'ailleurs pourrait être utilisé aussi bien au masculin qu'au féminin en français. Et qui étymologiquement est intéressant aussi. Petits camarades. Étymologiquement, camarade est intéressant parce que c'est un terme militaire qui renvoie au fait qu'on dort dans on est la même chambrée, on dort dans la même chambre. C'est un mot d'origine espagnole, mais c'est intéressant qu'on l'utilise aussi dans le domaine intellectuel, alors que ça renvoie à une intimité des corps. Oui. Et ses camarades, justement, trouvent que c'est une fille totalement atypique, évidemment. Mais, précisément parce que c'est une fille atypique, sans doute, l'accueille tout à fait. C'est-à-dire qu'elle ne se sent absolument pas infériorisée par le fait d'être une fille, de leur part, je veux dire. Et même, alors ça, quant à elle, elle trouvera un sentiment de profonde satisfaction dans le fait d'être reçue à l'agrégation. À ce moment-là, comme elle n'est pas sévrienne, elle est surnuméraire, il n'y a pas de poste réservé aux filles. Les filles ne sont pas prévues comme agrégées. Mais la satisfaction qu'elle éprouve et la fierté qu'elle éprouve, c'est d'avoir réussi en dépit de l'infériorité de l'éducation que reçoivent les filles par rapport aux garçons. C'est-à-dire qu'elle mesure en travaillant avec ses fameux petits camarades qui font immédiatement crédit à son intelligence. Elle mesure à quel point l'éducation des filles, de facto, infériorise les filles. Et donc il y a une sorte de rattrapage, et elle rend hommage à Sartre de ce point de vue, en disant que c'était un remarquable entraîneur d'esprit, un rattrapage de ce qu'elle a vu, ou pas vu d'ailleurs, plus exactement justement, lorsqu'elle fréquentait la licence à l'Institut catholique ou à Sainte-Marie-de-Neuilly, enfin bon. Donc il y a le constat de l'infériorisation factuelle, en particulier donc dans l'éducation évidemment, et en même temps l'affirmation absolue que c'est la condition qui donc rend les femmes plus faibles économiquement, plus faibles intellectuellement, parce que leurs virtualités à elles ne sont précisément pas développées. On ne leur donne pas la possibilité de développer leur potentialité à elles. Eh ben, je crois qu'on peut passer aux questions suivantes, parce qu'on va aller justement dans le domaine du féminisme. Oui. Donc, quel rapport existe-t-il entre Simone de Beauvoir, autobiographe, et la même féministe? Alors, en fait, elle ne se définit pas du tout comme une féministe militante, et en tout cas, alors, étant donné ce que je viens de dire, bien sûr, elle prend une position intellectuelle favorable à l'éducation des femmes, au développement des femmes, au travail des femmes, etc. Oui, oui. Mais elle ne se vit pas comme une féministe militante,
Et c'est la réception du deuxième sexe qui va... C'est ça. Alors, Dans je les vais années prendre les deux 50, opposés, dans les 60. années 50, oui. Parce que la réception, alors en France, la réception est mauvaise, il y a même de la part de Camus, de Mauriac, on pourrait s'y attendre davantage, mais une forte objection. Le livre est mis à l'index par le Vatican. C'est lui qui avait écrit, je crois, maintenant je sais tout sur votre vagin. Mauriac. Mauriac, hein, oui. Et en revanche, aux États-Unis, la réception du livre est absolument enthousiaste. Et ce sont les féministes anglo-saxonnes, en fait, qui, d'une certaine façon, révèlent, d'abord révèlent aux États-Unis Beauvoir, puis cette renommée revient en France, et puis révèlent à Beauvoir peut-être que cette fibre féministe est peut-être plus développée qu'elle ne l'avait jusque-là éprouvée. En tout cas, en pratique, disons, elle ne devient féministe que dans les années 70. Bon, et 70, donc pas dans les années 60. 70, ok. Le MLF en France est créé en 70, oui. Et elle va... oui, après les événements de 68. Oui, donc. et elle va à ce moment-là s'engager à partir de 71 à plusieurs titres. Alors, d'une part, par exemple, je vais citer différents exemples factuels. Elle co-signe le manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté, et elle dirige Choisir, qui signifie évidemment que les femmes doivent avoir le choix de mettre ou non au monde des enfants. Elle va s'engager aussi du côté de... dans la fin des années 70, en présidant la Ligue des droits des femmes, puis plus tard en présidant la commission, ça c'est dans les années 80, les femmes et la culture. Et c'est elle aussi qui, en 1981, donc au moment où François Mitterrand arrive au pouvoir, obtient que Yvette Roudy, qui était ministre déléguée des droits de la femme, devienne ministre pleinement des droits de la femme. Donc là, il y a une dimension pratique qui s'actualise dans son féminisme, mais elle ne se définit pas comme une militante depuis l'origine, enfin en tout cas. Est-ce qu'elle était intervenue au moment du débat sur la loi Veil en 74 ou oui. 76, je ne sais plus. En tout cas, le courage de Simone Veil et la ténacité qu'il a fallu face aux hommes, justement, et puis la force aussi personnelle qu'il a fallu face aux interpellations qu'elle a subies, témoigne de ce que soulignait aussi Beauvoir, à tel point, c'est-à-dire le degré de force dont les femmes doivent disposer pour arriver à s'imposer là où les hommes ont d'une certaine façon une légitimité reconnue d'avance. Donc oui, il y a un soutien évidemment pour la loi Veil, et un engagement, mais un engagement qui s'est toujours... Elle s'est toujours tenue... elle a été donc proche de Gisèle Halimi au moment de manifeste des 343, puis elle s'en est éloignée. Enfin, selon le degré comment dire, de radicalité ou non, justement, elle se tenait toujours à la distance qui lui paraissait la plus juste. Ce qui est marquant aussi et intéressant, c'est que par rapport à cette question du féminisme, c'est une lecture des anglo-saxonnes particulièrement, c'est que Beauvoir était une brillante philosophe, et donc elle a été évidemment très bien reçue à l'agrégation, mais surtout le jury avait remarqué à quel point finalement c'était sans doute elle la philosophe à l'oral. Et on sait que elle s'est tournée, on va dire, du côté plutôt de la littérature que de la philosophie. Alors elle dit et répète à l'envi que, et c'est crédible, que je ne l'accuse pas de mauvaise foi, mais que sa vocation avait toujours été
de raconter des histoires incarnées par des personnages dans des situations contingentes, c'est-à-dire comme dans la vie, des situations singulières, contingentes, et que c'était précisément la force de la littérature et non du roman, que de pouvoir témoigner d'une sagesse de vie, en quelque sorte, par le récit d'expériences singulières, contingentes, et hors de tout système théorique abstrait. Donc la philosophie n'était de toute façon pas son objectif premier. Mais elle fait quand même passer des idées d'ordre philosophique dans ses romans, pas dans son écriture. D'ordre philosophique dans ses romans. Elle a d'ailleurs écrit un bel article qui s'appelle Le roman métaphysique, où elle dit qu'un roman est une aventure spirituelle et que, en faisant passer des idées par des histoires de personnages, le roman est philosophique et qu'il y a une pensée de la littérature d'une certaine façon. Alors ça, donc, c'est le discours de Beauvoir et le discours d'un certain nombre de philosophes anglo-saxons, et aussi d'une philosophe qui s'appelle Michel Ledoff, qui a écrit un très beau livre intitulé L'étude et le rouet. Le discours de Michel Ledoff consiste à commenter de façon assez précise une scène racontée à la fin des mémoires d'une jeune fille rangée, une scène qui se passe au Luxembourg, où Sartre explique à Beauvoir que le système philosophique ou la proposition philosophique qu'elle est en train de lui exposer ne tient pas la route, et où il la prend en main. Et évidemment, du point de vue de Michel Ledoff, cette expression « je vous prends en main », étant entendu que c'est une expression qui revient assez fréquemment dans l'écriture de Beauvoir. Elle a pris en main sa petite sœur, elle pouvait prendre en main d'autres personnes. Sartre la prend en main, signifie qu'elle abdique d'une certaine façon devant Sartre, en tout cas qu'elle laisse à Sartre la part de la philosophie. Et Michel Ledoff appelle complexe d'Héloïse ce complexe, si tant est qu'on souscrive à l'hypothèse qu'elle est négociée avec Sartre, plus ou moins consciemment, hein, mais le fait d'être écrivain, de lui laisser la philosophie et de pouvoir former avec lui un couple fondé sur des amours nécessaires. C'était peut-être la négociation nécessaire pour obtenir ce résultat. Je voudrais te poser une question, ça peut-être paraître paradoxal, mais pourrait-on dire d'une certaine manière que Simone de Beauvoir est une moraliste, quitte à lui accoler l'épithète d'immoraliste? Oui, alors c'est une question très intéressante, parce que c'est une moraliste au sens... Alors elle a écrit un essai qui s'intitule « Pour une morale de l'ambiguïté », où en fait elle expose des idées sur plutôt des idées qui sont relatives justement au choix des êtres humains, donc au comportement des êtres humains aussi dans leurs existences. Et ce qui est intéressant dans cet essai, c'est constitué de plusieurs essais différents, c'est l'exposé justement de l'idée selon laquelle tout être humain est un projet et est défini comme un être pour, et non pas un être pour la mort ou pour l'angoisse, en tout cas pas d'abord, certainement pas d'abord pour la mort ou pour l'angoisse, mais plutôt d'abord pour la joie, d'abord pour le développement, autrement dit pour la puissance d'être. Hein. Il y a une vision c'est une vision aussi du Conatus un peu, de la puissance d'être. Bon. Et cette morale de l'ambiguïté pour Beauvoir signifie que ce qui fait à la fois la faiblesse et la force de l'être humain, c'est que justement il est incarné et situé. Et qu'il va falloir réussir à développer cette liberté, la liberté d'être un projet, d'être un être en projet, à l'intérieur d'une situation donnée, évidemment qu'on ne maîtrise pas complètement, et tout en étant incarné, donc dans un corps qu'on n'a pas choisi délibérément non plus à l'origine. Voilà, c'est toute cette entre-deux, cette négociation-là, et la transcendance du sujet, c'est précisément de prendre en charge la part de liberté qui lui est laissée et qui est quand même grande. Une fois admis qu'il est incarné et situé, il lui reste une grande part de liberté, et c'est d'une certaine façon son devoir éthique
de l'assumer, cette liberté, de ne pas la fuir, de ne pas s'en détourner. Et par exemple, l'histoire d'amour de jeunesse de Beauvoir, c'est l'histoire de l'amour qu'elle éprouve pour son cousin, Jacques, qui est donc évidemment raconté dans Mémoire d'une jeune fille rangée, qui est un jeune homme qui a une très grande importance pour elle, qui la fait lire, qui la prend au sérieux, et puis qui finalement se laisse, lui, à cause d'une enfance très douloureuse, qui ne l'a précisément pas porté lui-même, comme jeune garçon, se laisse piéger d'une certaine façon, et finit par ne pas faire usage de sa liberté, et par devenir ce qu'il n'était sans doute pas destiné à être, c'est-à-dire un jeune bourgeois conventionnel et commerçant. Bon. Jacques, c'est l'antithèse. Alors c'est le jeune garçon à qui des conditions plus favorables en tant qu'il était un garçon pouvaient avoir été données, par rapport à Simone, sa cousine. Mais Simone, c'est celle qui affronte justement la transcendance du sujet, la liberté. Jacques renonçant et choisissant la facilité de s'adapter à ce que la société demande de lui, attend de lui. Donc il y a effectivement une part de moraliste, mais bien sûr, une morale qui invente, qui est faite d'initiative, d'invention de soi, à partir de l'être le plus intime, de ce qu'est l'être, dans son intimité la plus profonde, c'est-à-dire avant le conditionnement social, le conditionnement éducatif, etc. C'est ça. Justement, que tu parlais, quand tu parlais de conatus tout à l'heure, tu fais référence, disons, ce conatus, cet effort, ce désir d'être porté vers autre chose. Est-ce que tu faisais référence à... Est-ce que c'est elle qui fait référence à ça, ou tu faisais référence au conatus spinoziste, oui, ou au pour-soi sartrien? Parce que je me suis posé la question, parce qu'on sait que chez Sartre, il y a le pour-soi, l'en-soi, et alors je me suis demandé si tu avais en tête à ce moment-là, soit Sartre, peut-être Sartre à ce moment-là, ou peut-être pas du tout Sartre, avec le pour-soi de Sartre. Non, je fais référence... Non, c'est plutôt une référence... Oui, personnelle, oui. C'est pas du tout le lexique de Beauvoir, oui. Mais il y a cette puissance d'être qu'elle exprime et qu'elle incarne aussi, qui est quand même tout à fait manifeste. Alors, puissance d'être, puisqu'on parle de Sartre, puissance d'être qui effectivement rencontre l'opposition d'autrui et qui doit donc affronter, c'est l'ambiguïté de la situation des hommes, c'est qu'ils ont à la fois la chance d'être avec les autres, et donc la communication, la transmission, on en a parlé tout à l'heure, sont fondamentales pour Beauvoir, mais les autres sont aussi évidemment potentiellement hostiles, évidemment potentiellement des obstacles, et Beauvoir est très marquée par Hegel, c'est elle qui, la première des deux par rapport à Sartre, lit la phénoménologie de l'esprit, qui conseille à Sartre en 1940, alors qu'il est mobilisé sur le front, de lire la phénoménologie de l'esprit en lui disant « ça vous intéressera par rapport à votre philosophie ». Et donc, elle garde toujours constamment à l'esprit l'idée, effectivement, que la conscience du sujet se pose en s'opposant, et d'une certaine façon, réclame donc, le sujet réclame, voire appelle la mort de l'autre. C'est d'ailleurs l'exergue... je paraphrase, mais c'est l'exergue de l'invité, qui est publié en 1943, roman, est emprunté à Hegel et à la phénoménologie de l'esprit. Donc, il y a cette puissance d'être, mais évidemment, c'est une puissance d'être qui rencontre des obstacles, qui rencontre des objections, et qui, déjà, rencontre les autres, avec la difficulté donc de ne pas se laisser manipuler par eux, de ne pas se laisser aliéner par eux, mais en même temps l'objectif de ne pas les ignorer, de se laisser aussi grandir par eux, et puis d'essayer, alors ça c'est plutôt altruiste, de les grandir ou de les aider
par exemple en écrivant son autobiographie. Et de ce point de vue-là, elle reprend le geste de George Sand qui, à peu près 100 ans plus tôt, en écrivant Histoire de ma vie, disait clairement que pour elle, écrire Histoire de ma vie, c'était une tâche et un devoir, et pas du tout donc un bonheur d'écriture, mais qu'elle entreprenait d'accomplir ce devoir pour les autres, parce que toutes les personnes qui n'écrivent pas sur elles et qui ne réfléchissent pas à elles-mêmes ne font que végéter, dit Sand, et ne peuvent pas aider les autres à grandir. Et Beauvoir reprend cette idée-là, hein, que écrire sur soi, c'est pas écrire pour soi, mais vraiment pour autrui et pour aider les autres à grandir. Et grandir, c'est en fait devenir ce qu'ils sont potentiellement. Merci, mais je crois que nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais peut-être montrer l'édition des mémoires de Simone de Beauvoir, donc dans la collection de la Pléiade, chez Gallimard. Alors, ils ont été édités, tu m'en parlais tout à l'heure, à quelle occasion? Là, c'est une publication très récente, oui, donc oui. Il y a une reconnaissance, disons, du point de vue institutionnel, on pourrait dire double, oui, la publication des mémoires de Beauvoir, l'intégralité des mémoires de Beauvoir en Pléiade, sous la direction de Jean-Louis Janel et Liane Lecarme-Tabonne, et puis le choix de mettre à l'agrégation, de soumettre aux étudiants agrégatifs pour le XXe siècle une mémoire d'une jeune fille rangée. En général, c'est plutôt une reconnaissance aussi pour l'œuvre, hein, qui est choisie pour les étudiants qui passent ce concours d'enseignement. Un très grand merci. En tout cas, au départ, je n'imaginais pas que notre entretien serait aussi approfondi. Je pensais que ce serait, comment dirais-je, un survol qui présenterait de manière assez classique justement un sujet d'agrégation, mais je dois quand même revenir sur ce que je disais en introduction, c'est que finalement je crois que les agrégatifs profiteront beaucoup de cet entretien, parce que je crois que tu as été vraiment très, très à fond, et que vraiment, pas seulement les agrégatifs, mais le grand public éclairé quand même, parce que je crois que ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, sera frappé par à la fois ton érudition et aussi, comment dirais-je, aura été, comment dirais-je, très séduit par toute une série de réflexions que tu auras pu faire dans le cadre de cet exposé. Donc en tout cas pour ma part, je suis peu de choses, mais en tout cas pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses, et c'était un exercice intellectuel vraiment pour moi-même très formatif. En tout cas, je te remercie infiniment, et vraiment c'était un grand plaisir. Je ne te dirai pas à quel point j'étais heureux pendant tout cet entretien. Ça m'a fait vraiment un très très grand plaisir.